Vous regardez Télé-Sud, bonjour à tous. Le mot tourisme désigne le fait de voyager pour son plaisir hors de ses lieux de vie habituels et d'y résider de façon temporaire. Ça, c'est le tourisme tel que nous le connaissions avant le virus, parce que pour cet été et très certainement cet hiver, il est évident que les choses vont se passer différemment. Entre les pays fermés pour les raisons sanitaires, les distanciations sociales imposées, la deuxième vague, tant redoutée, et si imprévisible, ou quand, personne ne sait. Personne n'est capable de la prédire. Tant qu'on n'aura pas de vaccin, le planning des vacances restera un casse-tête pour beaucoup d'entre nous. Mais ça, c'est le point de vue des pauvres petits touristes que nous sommes. Et les professionnels, eux qui s'occupent de nous tout au long de l'année pour que nos vacances se passent de la meilleure des manières. C'est 2 millions de personnes en France qui travaillent directement ou indirectement avec le tourisme. Comment ils organisent leur planning ? C'est vrai que, comme pour beaucoup d'autres industries, la Covid a et va avoir des conséquences désastreuses. Mais pour le tourisme et son modèle, le pire pourrait être à venir. Et il s'appelle réchauffement climatique. Et là, pas de vaccin. L'industrie va être obligée de se réinventer. Forcément, comment promouvoir des stations de ski sans neige, des bords de mer sans littoral ? Et ce n'est pas le tourisme de masse, responsable d'environ 8% du total des émissions de gaz à effet de serre de l'humanité, qui va arranger les choses. Le monde du tourisme est secoué, bousculé, peut-être même déstabilisé. Et il est évident qu'il va falloir agir. Et si le coronavirus était un mal pour un bien, ne pourrait-il pas être le point de départ du tourisme de demain ? On en parle tout de suite. Jean-Paul Labourdette, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur et président du Petit Futé. Pour ceux, les rares, qui ne connaissent pas le Petit Futé, on rappelle que c'est une collection de guides touristiques en France et à l'international qui existe depuis de nombreuses années. 45 ans précisément. 45 ans et combien de titres, combien d'éditions ? Un petit peu plus de 700 destinations proposées par le Petit Futé, sachant que nous avons bien sûr travaillé d'abord sur les destinations France, c'était notre collection d'origine, et puis au fil des années, nous avons développé nos guides pour couvrir petit à petit la quasi-totalité de la planète. Notre objectif était que chaque pays, chaque État membre de l'ONU ait un Petit Futé. Nous n'en sommes pas très loin, puisqu'il doit nous en manquer moins d'une dizaine. Donc il y a plus de 195 pays pour lesquels existe un Petit Futé. Bon, pour conclure, on va dire que c'est une référence du tourisme. On peut le dire. D'accord. Ben justement, ça tombe bien, parce que qui de mieux que vous pour nous parler de tourisme ? Et ma première question, elle est simple, elle est factuelle. Est-ce que le tourisme, selon vous, vient de vivre sa pire crise ? Sans aucun doute. Ah oui. Depuis que le tourisme existe, il n'y a jamais eu une période aussi longue avec un arrêt quasi total, pour ne pas dire total, de l'activité touristique. Ça commence bien sûr par les transports aériens qui ont été à l'arrêt total et qui reprennent très 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 progressivement. Les analystes spécialistes de ce secteur considèrent qu'il faudra 2 voire 3 ans pour que l'activité aérienne retrouve son niveau antérieur. Ça montre bien la profondeur et la violence de la crise. Donc, plus de déplacements de population, plus de tourisme. La dernière fois qu'il y a eu, sans comparaison, mais la dernière fois où le tourisme a été déstabilisé, c'était quand ? Alors on peut dire qu'il y a eu l'épisode qui comprend plusieurs parties des attentats, voilà. Ouais. Mais c'était dans ce cas-là quelque chose de beaucoup plus ponctuel, délimité géographiquement et dans le temps, et qui s'est très vite estompé, et pour lequel des mesures de sécurité ont été mises en place qui ont permis, notamment au trafic aérien, de reprendre très 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 vite. Alors effectivement, aujourd'hui, dans les aéroports, on passe une demi-heure de plus avant d'embarquer pour se soumettre au contrôle de sécurité, mais c'est reparti de plus belle. Alors, ce que je vous propose, comme à chaque fois dans l'émission, c'est qu'on va regarder un premier sujet qui va recontextualiser un petit peu la situation, et après, j'ai 2-3 questions à vous poser. On regarde le sujet. Le tourisme fait probablement face à la pire épreuve de son histoire moderne, alors même que c'est un des fleurons de l'économie française. Son sauvetage est donc une priorité nationale.
Si le Premier ministre parle de priorité nationale, c'est que le tourisme représente 7% du PIB de la France et 2 millions d'emplois directs et indirects. Mais la France, premier pays visité au monde, n'est pas la seule victime de la Covid-19. C'est le tourisme mondial, qu'il soit culturel, de détente, sportif ou même religieux, qui a été sévèrement touché et même si les États débloquent des aides pour sauver à court terme des professionnels inquiets, de la vie générale, plus rien ne sera comme avant. Le tourisme de masse du XXe siècle a atteint ses limites. Situata faktikisht ka qenë jashtëzakonisht shumë e vështirë, çfarë ka ndodhur nuk është e lehtë, ka qenë anullime të kontratash, çfarë ka pasur vjet duke krahasuar me vitet e kaluar, okupanca shumë e vështirë. Si, comme beaucoup le prédisent, plus rien ne sera comme avant, ne doit-on pas voir plus loin que demain et s'engager sur les chemins d'après-demain? S'il est probable que le coronavirus et son lot de contraintes sanitaires ne soient plus qu'un mauvais souvenir quand un vaccin sera trouvé, une toute autre menace, bien plus grave encore et plus imprévisible que le coronavirus, menace les codes du tourisme mondial. Le changement climatique. Il constitue indéniablement la plus grave menace avec laquelle le tourisme va devoir composer. On le ressent déjà. Pénurie d'eau, érosion du littoral, diminution de l'enneigement. Chaque année, la liste s'allonge. Pour tous, il apparaît urgent et nécessaire de travailler différemment pour préserver l'environnement, le patrimoine et repenser le tourisme. Alors, tourisme de demain, destination inconnue ? Alors, avant de parler du réchauffement climatique, du tourisme de masse, déjà, faisons un point sur la situation Covid. Ça peut durer jusqu'à quand, ça ? Eh bien, personne ne le sait, je pense. Le tourisme peut résister jusqu'à quand ? Alors, le tourisme peut résister, tout dépend des opérateurs en question. Tous les opérateurs qui sont, on va dire, subventionnés par des États suffisamment riches, entre guillemets, peuvent survivre. Ceux qui auront beaucoup de difficultés, ce sont les petits opérateurs, entre guillemets, qui n'ont pas de financement public et pour lesquels il y aura une casse considérable dans tous les pays et pas uniquement dans les pays pour lesquels l'activité touristique représente une part très importante du PIB. Dans le reportage, il était évoqué la part que ça représente dans l'économie française. Il faut voir que pour bien d'autres pays, cette part est beaucoup plus importante. Et là, comme l'Espagne, comme la Grèce pour parler de pays européens, et pour parler de destinations un petit peu plus lointaines ou exotiques, les Seychelles ou l'île Maurice. Ça représente quoi le tourisme ? C'est 70%. Ah oui, d'accord. 70%. Donc là, il y a un vrai enjeu qui pose un véritable problème quasiment de survie des populations locales. Dans la mesure où ces pays n'ont pas, jusqu'à présent en tout cas, envisagé d'autres sources de revenus que le tourisme, elles se retrouvent un petit peu au pied du mur aujourd'hui. Mais alors, pour les opérateurs et des acteurs du tourisme tels que vous, éditeurs, ça doit être terrible, là, la situation. Comment vous faites ? C'est-à-dire que les éditions de 2020 du Petit Futé, on les met à la poubelle, elles sont obsolètes ? Alors, pas tout à fait. Alors, d'abord, c'est effectivement 2020 et sera une année noire pour le Petit Futé, pour tous les éditeurs de guides, bien évidemment. Nous avons suspendu toutes les parutions qui étaient prévues à partir de ce mois de mars 2020. Et oui, parce qu'on imagine que vous n'écrivez pas le guide 15 jours avant de le sortir. Voilà. Donc en fait, notre programme a été divisé par 4, notre programme de parution a été divisé par 4 et reporté sur 2021, voire pour certaines éditions un petit peu plus, dans un laps de temps un petit peu plus lointain. Donc il reste les éditions qui étaient parues avant la crise du Covid, et pour lesquelles, effectivement, on risque de se retrouver avec des stocks à la fin de l'année considérables. Il y a une solidarité entre tous les acteurs. Vous sentez une solidarité ? Vous me parliez de pays comme les Seychelles ou d'autres qui vont vraiment peut-être à l'agonie si jamais rien ne se passe rapidement. Est-ce que vous êtes sollicité, peut-être pas vous directement, mais
Faites un peu plus de promotion, parlez-nous, dites-leur qu'on vient d'ouvrir, que Alors, ça va absolument. Alors, non seulement nous sommes sollicités, mais nous avons été plutôt proactifs dans ce domaine, c'est-à-dire que, en particulier pour la France, et en particulier pour aider et soutenir les restaurateurs et les hôteliers, nous avons mis en place toute une série d'informations. Nous avons publié, ça a été mis en place hier, des guides numériques gratuits recensant les restaurants qui avaient réouvert. Pour être pro-réactif voilà, et être le plus... Et en leur donnant la possibilité de dire de quelle façon maintenant ils accueillaient les clients, s'ils avaient changé leur formule, s'ils avaient un petit peu adapté. Oui, parce que les gens vont quand même continuer à partir en vacances. Bien évidemment. D'accord. Bien évidemment. Voilà. Donc, on a été, pendant la période du confinement, on a essayé de mettre en avant tous les professionnels qui faisaient de la vente emportée, de la livraison, puisque certains restaurateurs n'ont pas baissé les bras, enfin la majorité n'ont pas baissé les bras, et ont essayé de survivre pendant toute cette période très très compliquée. Donc la solidarité est indispensable, surtout à ces moments-là. Absolument. C'est une filière. En fait, ouais. nous sommes dans la même barque, j'allais dire, dans la même galère aujourd'hui, qu'il s'agisse des restaurateurs, des hébergeurs, des transports, des libraires, puisque les libraires ont bien sûr été eux aussi fortement impactés par cette crise. Donc éditeurs, libraires, c'est une filière qui marche ensemble et avec laquelle on doit travailler main dans la main. Donc pour conclure le chapitre Covid, il vaut mieux que ça s'arrête rapidement et que... Il vaudrait mieux. Mais cela ne dépend pas de nous, malheureusement. Maintenant, on va parler du tourisme à proprement dit et de ce qu'on critiquait déjà avant l'apparition du virus, c'est le tourisme de masse. On a bien vu dans le sujet le tourisme de masse qui est lié indirectement au réchauffement climatique, puisqu'il génère 8% des effets de gaz à effet de serre de la planète. Est-ce que le tourisme de masse tant décrié va pouvoir continuer ? On sait le mal que ça fait sur l'environnement, le patrimoine. Il y a des sites, il y a à Petra, je crois, ils veulent délimiter un petit peu parce que la cité est en train de se dégrader. Venise, Barcelone ne veulent plus de touristes. C'est à court terme, moyen terme, à long terme, c'est possible que ça s'arrête ou c'est une offre qui correspond à une demande ? Alors, ça ne s'arrêtera pas complètement et ce n'est pas souhaitable que ça s'arrête complètement. C'est une problématique qui est bien antérieure à cette crise du Covid, que l'on observe depuis déjà pas mal d'années, avec d'abord un phénomène de surtourisme sur des lieux très très limités. Je n'ai pas parlé, mais je pensais à la Méditerranée. Absolument. 400 millions de personnes au même endroit, c'est l'endroit où on concentre le plus de tourisme au même moment. Absolument, sur des lieux relativement restreints et sur un laps de temps relativement court. Donc on arrive à des situations complètement absurdes, de phénomènes de masse, de personnes, de gens qui se retrouvent les uns sur les autres. C'est pas du tout, ça ne devient plus du plaisir, ça devient désagréable et ça pose des problèmes considérables pour les populations locales et effectivement d'un point de vue écologique. Donc ce problème existait avant le Covid. D'une certaine manière, on peut dire que la crise du Covid va permettre d'accélérer la prise de conscience, va obliger probablement les autorités locales, les maires des villes concernées, les présidents des pays concernés à être un petit peu plus draconiens pour limiter le nombre d'entrées. Voilà. Comme c'est fait actuellement pour des raisons sanitaires, eh bien on dira qu'au musée du Vatican, où c'est vraiment la cohue complète du matin au soir, eh bien, il faudra bien limiter le nombre de visiteurs par jour. Mais qu'est-ce qu'on dit aux commerçants qui vivent de cet afflux de touristes ? C'est une très bonne question. Ça va nécessairement se traduire par des disparitions d'établissements, parce qu'on peut considérer qu'il y a une suroffre pour une surconsommation. Donc à partir du moment où la consommation diminue, où le nombre de visiteurs diminue, il y aura peut-être moins de restaurants qu'on appelle un peu les pièges à touristes, qui existent dans beaucoup de ces endroits très touristiques. Est-ce que c'est un mal pour les touristes ? Pas nécessairement. Pour les restaurateurs, oui.
ils changeront de métier, éventuellement. Oui, mais là, vous êtes en train de me dire qu'en fait, le tourisme est victime de son succès. Oui. C'est-à-dire qu'à cause du petit futé qui fait des guides toujours plus attirants à chaque fois, on a envie... Non, mais je vous taquine exprès. Mais les offres sont tellement affriolantes, attirantes, les propositions, les tarifs, toujours plus. Alors, il y a effectivement un point essentiel, c'est à quel prix ces séjours sont proposés. Et là, il faut bien dire qu'on est arrivé à des aberrations économiques incroyables quand on voit le prix des vols, des Paris-Venise, 39 € aller-retour. Enfin, économiquement, c'est absurde et ça pousse trop de gens à partir pour même pas 2 jours dans des endroits. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va évoluer. Il y aura moins de séjours ultra courts. On peut espérer que les touristes seront assez intelligents pour se dire si je vais à Rome, je n'y vais pas simplement 2 jours. J'y vais au moins 4 ou 5 jours et je prends le temps de découvrir la ville, de m'imprégner de la ville. Je ne suis pas obligé de faire 4 musées dans la journée au pas de course. Je vais découvrir Rome d'une manière différente. Mais là, quand vous me dites je vais prendre le temps, je pense aux nouvelles générations où tout doit aller tellement vite. Est-ce que, clairement, il n'y a pas du tourisme générationnel? Est-ce que les jeunes profitent de leurs vacances, voyagent de la même façon que nous le faisions ou que nos parents le faisaient? Est-ce que c'est différent? C'est très très différent, effectivement. Il n'est pas certain qu'ils aient envie il y a une expression que je déteste, c'est j'ai fait la Croatie, voilà, dire j'ai fait la Croatie. Et puis quand on a fait la Croatie, après il faut faire le Monténégro. Et après il faut faire le Kosovo. Voilà, c'est-à-dire présenter les destinations dans lesquelles on se rend, que l'on visite, comme des espèces de trophées. Voilà. Et on compte, voilà, j'ai fait 90 pays. Je ne pense pas que les jeunes générations soient à la recherche de cette course effrénée au trophée de destination. Ils ont envie de vivre beaucoup de choses dans un laps de temps assez court, mais pas nécessairement enquiller les destinations, c'est-à-dire je vais faire des étoiles sur la carlingue. Voilà. Alors maintenant, on va parler du réchauffement climatique, parce que ça, c'est un vrai problème, et il n'y a pas de vaccin, comme je le disais au préalable. Est-ce qu'on est les vacances, la fin de la saisonnalité, on y va tout droit? Ou ça a déjà commencé? Est-ce que on va bientôt prendre nos vacances d'été dans les fjords norvégiens parce que ce sera plus possible d'être au bord de la Méditerranée, il fera trop chaud? Qu'est-ce que vous fait craindre le réchauffement? Les stations de ski terminées, en plus c'est des aberrations écologiques, on va bientôt arriver, on en parlait tout à l'heure, vous m'avez dit ça commence, mais on va bientôt arriver comme pour la fourrure à une époque où on jetait du sang sur les gens qui portaient la fourrure. Là, maintenant, il y a des actions contre les stations de ski, c'est ça? Oui, absolument. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'aberrations. Les canons à neige. Voilà, les canons à neige, c'est quand même tout à fait absurde, et sur le plan économique et sur le plan écologique. Donc, je pense que ce genre de pratique va assez rapidement disparaître de manière naturelle et sous la pression légitime. Plus de ski, alors? Plus de ski, ça sera réduit aux périodes où il y a vraiment de la neige. Donc, on ne pense pas qu'on puisse dire qu'il n'y aura plus du tout de neige, en tout cas à moyen terme. Dans un siècle ou deux, c'est un petit peu trop loin. Mais ça va être proposé donc à ceux qui ont les moyens de... Voilà. Ça va devenir de plus en plus élitiste. Voilà, ça, très probablement, ça sera réservé, puisque l'offre va diminuer considérablement à ceux qui ont les moyens de se payer ce type de vacances. Donc le réchauffement climatique, ça va être une fracture encore entre des populations... Pas nécessairement, parce qu'on peut imaginer aussi que des territoires qui étaient peu fréquentés, notamment pour des raisons parce qu'ils étaient considérés comme il ne faisait pas beau, il n'y avait pas de soleil, il ne faisait pas assez chaud. On voit bien, si on reste à l'échelle de la France, on commence à percevoir un déplacement de l'intérêt de l'attractivité de certaines destinations. Par exemple, la Bretagne est devenue, depuis déjà pas mal de temps, alors cette année c'est particulièrement vrai, est devenue très 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 à la mode,
alors qu'on ne peut pas dire que le climat breton soit aussi clément grand regret des Bretons, que le climat de la Côte d'Azur. Voilà. Donc, il y a des territoires qui profiteront de cette évolution climatique. On va dire, et la Bretagne en a un très très bel exemple. Alors, un endroit où il fait très chaud, il fait très beau, mais où malheureusement le Covid pose de gros problèmes, et le réchauffement climatique aussi, mais ce sont des gens qui ont une vision un petit peu... qui veulent aller un petit peu vers du tourisme durable. C'est le Niger. Je vous propose de regarder le sujet et on revient juste après. Pays charnière entre le Maghreb et le Bilad al-Soudan, le Niger est un vaste contrée aux paysages riches, variés et attractifs de par ses richesses touristiques. Malgré son importance, le tourisme est affecté par l'insécurité dans 3 des 8 régions du pays. Le Niger possède plusieurs sites touristiques qui font aujourd'hui la fierté de tout un peuple. Le parc national du W, Niamey et Boubon, le beau désert du Ténéré et du Tal, le village insulaire qui attire chaque année des milliers de touristes. Le musée national Boubou Hama de Niamey, la situation actuelle dans laquelle se trouve ce temple de réserve nationale, invite les responsables à penser à un tourisme durable en lieu et place d'un tourisme de masse. On a les plus beaux musées de l'Afrique, on a les plus belles infrastructures touristiques, on a les plus beaux déserts du monde. Donc moi je crois qu'on a des atouts, et une fois que les activités reprennent, je crois que ça sera encore de plus belle. Les gens vont découvrir d'autres merveilles. Malgré l'existence d'un cadre approprié, le tourisme nigérien ne bénéficie pas de gros investissements. Les recettes, je vous dis, on est à 0 client. Depuis la fermeture des aéroports, la fermeture des frontières. Le Niger compte une centaine d'hôtels et campings touristiques, plus de 300 restaurants modernes et une centaine d'agences de voyage. L'ensemble des acteurs qui tournent autour du tourisme nigérien reste unanime que le secteur a besoin de propositions fiables, durables, afin que le tourisme ne soit plus celui de masse, mais une vraie entreprise commerciale durable. Tout à l'heure, on parlait de destinations qui misent tout sur le tourisme et qui vont devoir, là, clairement, c'est le cas, dans des pays comme le Niger. Effectivement, ça pourrait être une ressource pour le pays considérable, mais malheureusement, le Niger en est très loin. Le reportage évoquait différentes problématiques. Je pense que la principale problématique, c'est celle de la sécurité, enfin plutôt de oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais la sécurité, c'est un gros problème, mais ça dure depuis longtemps. Oui, absolument. Ça fait des années que, malheureusement, tous les pays, on va dire, sahariens et sahéliens sont devenus infréquentables pour des raisons de sécurité. Alors je suis le premier à le regretter parce que je suis un grand amoureux du Sahara. Je l'ai parcouru en long et en large à l'époque où c'était possible de le faire sans aucune difficulté, en toute sécurité. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et voilà, il y a un problème qui doit être réglé avant d'imaginer et d'espérer développer le tourisme dans ces pays, le Niger, le Tchad. Bon, la Mauritanie s'en sort un petit peu mieux à mieux maîtriser les problèmes de sécurité, mais pour les autres, ça reste très compliqué. Alors malheureusement, comme à chaque fois que c'est très intéressant, le temps passe très vite. J'ai encore plein d'autres questions, mais il va falloir qu'on active un petit peu. Donc 2 questions pour terminer. D'abord, quelle est votre vision de l'avenir ? Qu'est-ce que, selon vous, à court terme, qu'est-ce qui va changer là radicalement ? Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui ont changé. Je pense que ce qui va changer, c'est qu'il y avait une suroffre touristique qui va se contracter. Il y a beaucoup de pays où il y a un très grand nombre d'hôtels. Je pense à l'Espagne, certaines régions de l'Espagne où il y a eu des investissements immobiliers considérables. Tout ça risque non pas de s'effondrer, mais en tout cas, l'offre sera réduite. Donc, il va y avoir une contraction de l'activité touristique dans un premier temps. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le tourisme, on pense bien sûr loisir, mais il y a aussi le tourisme d'affaires, c'est-à-dire les voyages d'affaires. Et là, on observe de manière spectaculaire un effondrement de cette activité, c'est-à-dire que les grandes entreprises se disent mais finalement, à quoi bon organiser des réunions physiques à l'autre bout de la planète, en Chine ou à New York, alors qu'on peut faire des visioconférences, c'est tout aussi efficace. Ça coûte 100 fois moins cher
pour l'entreprise. Et d'un point de vue écologique, c'est quand même plus futé que de transporter... Vous avez réussi à la placer. que de transporter 20 cadres d'une grande entreprise. Donc tous les grands groupes dans tous les pays du monde ont cette réflexion et ont entamé une véritable révolution de ce point de vue-là. Rapidement, encore deux questions rapides. Un, est-ce que, de par votre expérience, vous avez vu plus de frontières s'ouvrir ou se fermer depuis les 45 ans que le petit futé existe? Alors, il est beaucoup plus facile de voyager aujourd'hui et dans beaucoup plus de pays. Le nombre de pays pour lesquels un visa est nécessaire a beaucoup diminué, bien évidemment. À côté de cela, on observe que certains modes de voyage sont devenus très très compliqués. Nous parlions tout à l'heure du Sahara. On ne peut malheureusement plus aujourd'hui prendre son 4x4 et traverser le continent africain d'Alger au Cap. Voilà. On ne peut plus, pour prendre un cas beaucoup plus proche encore, on ne peut plus circuler librement dans l'ex-Yougoslavie, dans tous les pays qui constituaient la Yougoslavie. On ne peut plus aller en voiture à Katmandou, en Iran, comme cela se faisait il y a une cinquantaine d'années. Donc ça, c'est un petit peu regrettable. Les destinations où aller, ce que je vous propose, c'est qu'on en reparle une autre fois. Je vous inviterai avec grand plaisir. En attendant, si on veut aller au Mozambique, je vous propose de suivre les conseils du Petit Futé, Mozambique et Swaziland, c'est ça ? Absolument. D'accord. Si on veut avoir des informations sur le Petit Futé, qu'est-ce qu'on peut faire? Le site internet? Alors voilà, je pense qu'il y a un excellent moyen de les avoir, c'est d'aller sur notre site petitfuté.com, puisque sur ce site, nous publions, nous mettons à disposition en accès libre et gratuit la totalité de nos informations, de nos contenus sur tous les pays du monde et bien sûr sur la France, parce que la France est redevenue la destination à la mode, ce qui est une bonne chose. Jean-Paul Labourdette, merci beaucoup. Merci. Nous, on se retrouve très bientôt pour un TLS+, parce que celui-ci, il est terminé. Et en attendant, comme d'habitude, continuez à vous informer en regardant Télé Sud.